Marin Mesdames, bonjour, merci beaucoup de nous rejoindre pour parler de cet excellent roman, le dernier paru à la série noire, Free Queens. Et donc c'est un roman très ample, très riche, très foisonnant, qui raconte en quelque sorte l'état catastrophique de ce qui se passe en ce moment au Nigeria. Et vous prenez un focus. Il y a un point de vue particulier qui est de parler de cette entreprise qui fabrique de la bière et qui est peut-être ou pas le sujet général, le sujet principal tout au moins. Sujet principal de Free Queens, les sujets principaux de Free Queens, c'est d'une part des ONG, des associations de femmes qui luttent contre les violences faites aux femmes. Et le deuxième sujet, c'est la route de la bière. La route de la bière qui part de Hollande, qui part d'Europe occidentale, jusqu'au Nigeria et en particulier jusqu'au nord du Nigeria, dans la province de Kaduna. C'est pas un roman sur le Nigeria, j'aurais pas la prétention de raconter le Nigeria et ce pays immense et foisonnant et multiple. C'est vraiment un roman sur la façon dont une industrie, dont le siège, dont le point de départ est en Europe, va construire, élaborer, construire y compris physiquement les routes, construire les usines qui vont jalonner, produire, financer, payer les gens qui vont marcher le long de ces routes en portant des casiers de bière, les gens qui vont conduire les camions qui vont transporter ces casiers, qui vont transporter ces marchandises, etc. Tués, assassinés dans le ravin, le long de cette route de la bière. Voilà. Mon objectif, c'est de raconter cette route de la bière-là, qui est une route artificielle qui coupe le pays. Et qui aussi utilise des femmes de manière assez étonnante, puisque il y a quand même des femmes qui vendent les bières et c'est leur seule façon d'exister en fait. Et ils vont chercher chez des macros, chez des gens, des femmes pour les récupérer, pour qu'en quelque sorte elles se vendent pour vendre de la bière quand même. Alors sur le bord de la route de la bière, il y a de la misère. Sur le bord de la route de la bière, il y a du patriarcat. Sur le bord de la route de la bière, il y a des jeunes femmes, très jeunes pour certaines, qui sont contraintes de vendre leur corps pour subvenir à leurs besoins. Et cette industrielle-là, qui est un industriel fictif qui s'appelle MB dans le roman, Master Wooers, et je vais dire ça avec beaucoup d'ironie, va leur tendre la main, va leur proposer de venir sur la route avec lui, va les former, va les habiller, va aussi les violer, les tuer, les assassiner, en les utilisant pour séduire des hommes, pour vendre de la bière, pour coucher avec des cadres, pour coucher avec des clients, pour vendre encore plus de bière et dégager encore plus de bénéfices. Dans ce roman, il y a plein de personnages. C'est une des qualités, on va s'attacher à plein d'eux. Quel a été votre interlocuteur principal dans ce roman? Quel a été le personnage qui vous a happé? Je pense que vous avez pensé à tous, mais celui qui vous a happé et que finalement, c'est lui que vous suivez le plus? Moi, je suis rentré dans ce roman par le biais de Serena Monnier, qui est cette journaliste française du Monde qui suit la trace et qui cherche à raconter l'histoire d'une jeune prostituée nigériane qu'elle a pris sous sa coupe en France. Et donc qui arrive à Lagos et qui va être un peu mon point d'entrée et ma légitimité en tant que romancier non nigérian pour raconter une histoire qui se passe en grande partie sur le territoire nigérian. Et elle va peut-être ou jamais, je sais pas, sans rien révéler, croiser la route. En tout cas, elle va marcher à côté d'un homme qui s'appelle Oni Gogé, qui est un petit flic de la sécurité routière, qui n'est pas un policier, qui est un ex-policier, et qui lui va découvrir sur le bord de la route, une autoroute cette fois-ci, il va découvrir le cadavre de deux jeunes femmes, et il va avoir de cesse pendant tout le roman de nous raconter, de leur trouver un nom d'abord, pour que leur famille puisse les enterrer dignement. Il va chercher à leur rendre une dignité et en même temps il va nous raconter son histoire sur cette route,
parce que c'est son métier, l'histoire qui est un petit peu au bord de la route, alors qu'il y a une autre histoire que celle de MB Nigeria, qui est celle de la mosquée qu'il fréquente, qui est celle de sa famille, qui est celle de la misère qu'il voit autour de lui, qui est celle des petites familles qui essaient de joindre les deux bouts bon gré mal gré, qui est celle des familles qui, pour joindre les deux bouts, vont vendre leur fille pour ramener de l'argent dans la famille. Voilà, donc c'est un personnage qui au départ n'était pas mon personnage d'entrée dans le roman et qui a pris petit à petit beaucoup plus de place et qui est peut-être un petit peu pas mon alter ego, mais qui va être la petite voix qui va raconter autre chose que le projet industriel complètement dingue de cette firme de la bière. Vous avez abordé donc Serena Monnier, on vient d'en parler. Cette journaliste, ce qui est intéressant, enfin moi il y a un passage qui m'importe beaucoup dans ce livre, c'est le passage où son garde du corps lui dit mais finalement qu'est-ce que vous faites en tant que journaliste, vous faites plein d'investigations mais qu'est-ce que vous sauvez, qu'est-ce que vous en avez à faire pour un article qui va sortir dans The Guardian et que va lire 10 intellectuels. Il y a une réflexion sur ce travail-là qui est assez important dans ce livre en suivant cette journaliste finalement qui se bat contre un peu des moulins à vent quand même. Alors c'est moins une réflexion sur le journalisme parce que Serena Monnier, c'est encore une fois c'est un peu moi, c'est un peu nous, enfin c'est un personnage c'est un Européen. Je parle pas des journalistes, je parle effectivement de nous, d'une Européenne, ce personnage est construit autour de la question de l'ignorance, de notre ignorance. De la mienne, ça c'est sûr, sur le Nigeria, de la mienne sur tous les mécanismes qui font qu'à un moment donné, cette situation est permise au Nigeria. Et donc, cette réflexion qu'on peut avoir autour de ce personnage de journaliste, en fait, c'est plus, pour moi, c'est une réflexion presque sur le métier sur l'écriture, de manière générale, sur l'écriture critique, sur la liberté d'expression, sur le fait que c'est finalement les personnes les moins bien renseignées sur l'état d'un pays qui ont la possibilité d'écrire sur ce pays, alors que ça devrait être possible dans ce pays même, alors qu'il devrait falloir faire appel à des gens qui connaissent ce pays pour en parler. Et malheureusement, c'est un pis-aller, mais c'est déjà pas mal, quoi. Voilà. Et c'est une réflexion sur ma place à moi, c'est-à-dire quelle est ma légitimité pour parler de ce sujet-là, quelle est ma légitimité pour raconter cette histoire-là, cette histoire de gens que je n'ai pas côtoyés. D'habitude, j'écris sur mes histoires se situent dans des pays dans des coins que je connais mieux, quoi, qui sont autour de moi, que j'ai sous les yeux. Là, c'est pas le cas. Et pourtant, j'ai l'impression que l'histoire de ces pratiques criminelles industrielles, c'est une extension de la nôtre. Voilà. L'extension de la nôtre qui vient aussi du fait que et c'est pas le premier roman où vous abordez ces thèmes, c'est la corruption institutionnalisée. Dans le rameau diable, c'est au niveau des industries cigarettières et ici c'est dans tout le pays pour cette ferme de bière. Et c'est aussi tous les méfaits de l'hypercapitalisme à travers un personnage qui est à la fois diabolique mais qui est totalement légitime, quoi. C'est Peter, ce type qui... Peter Dirksen qui est... En réalité, ce roman, c'est un peu l'extension de tout ce qu'on connaît en Europe autour des méthodes managériales, des méthodes commerciales, qui sont malgré tout encadrées d'une certaine manière, même si elles sont violentes et dures et de plus en plus sauvages. Elles sont encadrées parce qu'on a un état social, parce qu'on a malgré tout des mécanismes de protection, ne serait-ce que légaux. Ils ne demandent, ces méthodes-là, elles ne demandent qu'à exprimer leur puissance criminelle. Et dans des pays comme le Nigeria, par exemple, elles peuvent s'exprimer, et donc ça donne ça. Voilà. Donc c'est une extension, c'est une espèce de protubérance de quelque chose qu'on ne contrôle plus et qui prend pleinement sa forme monstrueuse dans des endroits qui sont délaissés, dans des endroits où l'État est fragile, parce qu'il est corrompu, parce qu'il n'a pas assez de moyens, parce qu'il est attaqué, parce qu'il y a des guerres, etc., etc. Et donc voilà, c'est jamais que ce qu'on a sous les yeux, contre lequel on a parfois du mal à lutter en se disant « Ah, ça va, c'est pas si grave ». Si on avait sous les yeux la pleine expression de ces méthodes-là, peut-être qu'on changerait d'avis sur tout ça. Alors, deuxième chose sur lequel je rebondis sur ce que vous venez de dire, le roman se situe, ça commence fin 2019,
Elle part, Serena, pardon, la journaliste du Monde part quelques jours avant le confinement, avant le 16 mars 2020. Et ce qui est montré aussi, c'est que nous, on s'est beaucoup plaint des confinements, on s'est beaucoup plaint, mais on ne se rend pas compte de ce qui s'est passé dans ce genre de pays. Quel a été l'impact là aussi. On a... Encore une fois, oui, je suis d'accord, il y a effectivement, du coup, quand je raconte le confinement au Nigeria en mai 2020, on voit une espèce d'écart très très important et on a l'impression que finalement on était quand même bien lotis. Mais d'une autre façon, moi j'ai l'impression que ce qu'on voit, c'est ce qui est masqué chez nous. C'est-à-dire qu'encore une fois, on a un certain nombre de mécanismes d'accompagnement du capitalisme ultralibéral qui font que on se révolte pas, que ça passe. Et moi, ce qui m'a le plus choqué sur cet écart qu'il y a entre les deux, c'est que là-bas, juste après ce confinement, il y a eu des mouvements sociaux hyper importants, énormes, notamment à Lagos, d'une jeunesse qui est descendue dans la rue pour hurler contre les violences policières et qui a exprimé à l'échelle de la violence qui avait été réalisée contre eux, qui a exprimé une colère et une envie de dépasser tout ça, chose qui chez nous peine encore à sortir. Voilà. Et donc j'ai l'impression que ce n'est jamais que, encore une fois, une extension monstrueuse ou une extension formidable, pleine d'espoir. Pleine d'espoir. Étonnant quand on dit Free Queens, qui a quand même quelques petites zones d'optimisme, il y a quand même des choses. Merci Marin Lodin. Donc on ajoute que de manière concomitante, à peu près au même moment, est sorti chez Rachaud un très bon roman pour jeunes adultes qui s'appelle Projet Hakana. Il n'y a pas de déterminant, hein, c'est Projet Hakana. Le projet Hakana. Le projet Hakana, et donc c'est chez Rachaud Éditeur, et c'est dans une collection pour jeunes ados, mais franchement les adultes peuvent le lire et apprendre plein de choses, et se régaler dans la lecture. Merci, merci Marin Lodin. Merci Corinne. Thank you.